Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je crois que les mots me manquent pour résumer tout ce que nous avons entendu ici, pour encore mesurer l'ampleur du travail qui nous attend. Une mission exaltante, mais combien difficile. Il faudra beaucoup de courage, beaucoup de patience et beaucoup d'engagement personnel des uns et des autres, et tout un peuple derrière pour arriver à éradiquer ce mal. Sanction, oui, quand il nous tient. Et c'est Montesquieu qui disait que toute sanction qui ne découle pas d'une nécessité absolue est tyrannique. Tout ce qui a été dit ici pour décrire les modes de sanction au Congo sont des modes tyranniques. Et ceux qui les utilisent sont des tyrans. Alors, je pensais qu'au XXIe siècle, il n'y avait pas de tyrans de cette espèce en Afrique et ailleurs dans le monde. Mais je suis peiné de constater que malgré les avancées dont vous avez fait état en Afrique de l'Ouest et ailleurs, quelque part règnent des îlots d'injustice, des îlots où justement le droit n'a plus droit de cité. J'ai eu l'expérience de ma vie de constater de visu et d'être le témoin oculaire et auriculaire de ce qui se passe dans ce pays. Et je ne pourrai jamais le partager avec tout le monde, car j'estime que il y a des choses qui humainement ne doivent pas être connues. Car si l'être humain peut tomber si bas, si l'être humain peut traiter son semblable de cette manière, si l'être humain peut n'être imbu que du gain et également de la conservation du pouvoir, et pour cela tout est possible, je dis on quitte le domaine de l'être humain pour être autre chose qu'un être humain. Alors, devons-nous nous adresser à de véritables êtres humains, puisque j'ai entendu mon confrère faire appel au cœur. Mais il faut avoir un cœur. C'est un langage qui n'est pas accessible à certaines personnes, qui ont fini d'avoir un cœur qui saigne, qui ne sont plus des êtres d'émotion, mais des êtres logiques, des êtres d'intérêt. Lorsque cet appel du cœur est perçu par ceux qui sont des hommes de cœur, on ne peut pas ne pas tressaillir. On ne peut pas avoir dans son entourage une famille qui vous retient la main, une femme qui vous retient la main, des enfants qui vous retiennent la main. Arrêtez, papa, ce qui se passe. Arrêtez ce que vous faites. Et donc vous endossez la responsabilité morale et historique. Oui, c'est parce que lorsque toute une famille, lorsque tout un groupe politique est transformé en être d'un autre genre, n'ayant plus de cœur qui saigne, il est évident que ce peuple ne peut pas se faire entendre. Et souvent, je le dis, on devient fou quand on acquiert le pouvoir, mais on devient fou aussi quand on le perd. Mais lorsque Dieu vous a donné la chance d'avoir perdu le pouvoir et de pouvoir revenir, ce que vous avez vécu entre-temps aurait dû vous servir de leçon pour prendre le recul nécessaire et comprendre que la vie c'est ainsi. Alors, je salue ce combat du peuple congolais. Ce combat que vous menez ici sur place, qui est essentiel, là où on semble ne plus écouter ce qui se dit à Brazzaville, là où on ne semble plus, en tout cas, sentir l'odeur du sang, car l'odeur du pétrole cache l'odeur du sang. Et je dois le dire, lorsque j'entends de nouvelles notions en droit véhiculées, tantôt par le procureur de Brazzaville, qui a plus l'air d'un shérif que d'un procureur, quand j'entends également de l'autre côté le représentant ou porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, dire à propos de cet avocat qui a été arrêté que son mandat a été terminé dès lors que son client avait été condamné, il n'avait plus droit à un avocat et ce mandat terminé ne lui permettait plus de lui rendre visite. C'est une nouvelle notion, en tout cas que nous ne connaissons pas ni dans notre déontologie ni dans le droit. Car lorsque quelqu'un est condamné par des juridictions intérieures,
il a le droit de saisir des juridictions internationales. Il a le droit de saisir la Commission de Genève, chargée des détentions arbitraires et des droits de l'homme. Il a le droit au moins, lorsque l'État se met à exécuter ses biens, sur ses biens, de faire appel à son avocat pour organiser sa défense, pour qu'il ne soit pas pillé, que ses biens ne soient pas pris. Alors, si cet homme, on dit qu'il n'a plus droit à un avocat dès lors qu'il est condamné, je pense que c'est une imprudence du gouvernement que de déclarer une telle chose aux yeux du monde, qui témoigne de la carence intellectuelle de ceux qui décident aujourd'hui des destinées de ce pays. Alors, je voudrais encore souligner un autre fait qui a été à l'origine de l'incident qui m'a valu d'être traité de tous les noms et d'avoir voulu, donc, de l'autre côté, en tout cas pour le gouvernement, m'expulser du pays, me reconduire à la frontière, disait-il. Alors, ma surprise a été grande. Pour la première fois dans ma carrière d'avocat, Dieu seul sait que je suis dans ma 35e année d'exercice de la profession d'avocat que je n'ai jamais quittée. À travers le monde, à travers le continent, j'ai tout vu. Même une accusation presque semblable en Guinée, où j'avais fait l'objet d'une mesure de reconduction à la frontière simplement parce que le motif évoqué dans l'acte, c'était que ma présence serait de nature donc à constituer une menace contre l'ordre public. Si je suis considéré comme terroriste par certains, par le verbe, considéré par terroriste par l'acte, par l'action, et par peut-être ma témérité juvénile, je dois simplement avouer que cela, je le dois à mon cœur, car j'ai le privilège au moins de revendiquer une chose, j'ai un cœur qui saigne et qui m'empêche de reconnaître le danger là où il est et qui me pousse à aller même dans ce Congo et à retourner dans ce Congo pour défendre bientôt ma requête aux fins d'annulation. Alors ma surprise a été grande de constater un procureur que nous attendions, devant qui M. Okumbi Salissa devait être déféré et qui devait, à la suite de cela, confier le dossier à un juge d'instruction, au doyen notamment. Nous avons vu ce procureur donc pratiquer une chose d'un autre genre dans notre métier. Car M. Okumbi Salissa n'a pas été déféré devant le procureur, il a été déféré devant la presse. Oh. J'étais devant des caméras, devant une dizaine d'organes de presse, et on exposait tout cela devant ces derniers. M. Okumbi Salissa, menotté, on lui impose une présence qui ne se justifie pas en droit. On débite tout ce qu'on a envie de débiter sur son sort. À la limite même, on l'accuse de tous les maux d'Israël et il n'a pas le droit de répliquer devant la presse, toujours déféré devant la presse, je dis bien. Moi, je pense que je ne suis pas avocat devant la presse, ni avocat à la radio. Je suis avocat à la cour. Et lorsqu'il a fini, au moins, monsieur le procureur, que faites-vous des droits de M. Okumbi Salissa, de son droit à l'image, de sa vie privée, de la présomption d'innocence que vous bafouez? Que faites-vous également du secret de l'instruction qui ne vous permet pas de rentrer dans ces détails? Ah bon, qui vous êtes? Arrêtez-le. Et menotez-le. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Si c'est cela qui me vaut d'être arrêté, arrêtez-moi. Heureusement que les autres ne l'ont pas suivi pour me menotter. Et je ne voulais pas être brutalisé, je les ai suivis. Je les ai suivis parce que je sais ce dont ils sont capables et je ne pouvais pas leur donner cette occasion. Je les ai suivis et beaucoup d'avocats ont manifesté le désir de me suivre et j'ai salué cet acte de bravoure de ces avocats à qui j'ai demandé de faire demi-tour et de me laisser seul assumer mes actes, car ils ont honoré leur robe, ils ont honoré leur profession, le reste m'appartient, qu'ils me laissent donc assumer cet acte. Et oui, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti et j'ai été surpris d'être conduit à cette police et dans cette cellule où mon client, justement, a été gardé. On m'a demandé de rester dans cette cellule et de prendre cette cellule que mon client donc avait. Puisque je suis resté 3 heures de temps là-bas, au moins, bien entendu, les avocats sont revenus à la charge
le bâtonnier et plus particulièrement l'ambassadeur du Sénégal, tout ce beau monde, est fini par avoir en tout cas le dernier mot. Le dernier mot, mais toujours avec insistance, il faut qu'il soit reconduit à la frontière. J'ai dit, je préfère être emprisonné que d'être reconduit à la frontière. Car je suis un avocat, je demeurerai toujours avocat. J'ai tourné le dos aux privilèges et aux postes ministériels parce que j'estime que cette mission est sacrée. C'est une forme de sacerdoce. Si je suis resté 35 ans en tournant le dos à toute autre chose, c'est parce que simplement, je crois qu'au-delà de cette mission, il n'y a pas une mission plus belle que celle-là. Même président de la République, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a en charge la vie, la liberté, le bonheur et tout ce qui caractérise l'être humain, qui se remet à vous, M. Okombi Salissa aujourd'hui ne peut rien faire, il compte sur nous. Je suis avocat, mais je constate qu'il y a des milliers d'avocats aujourd'hui qui défendent Okombi Salissa à travers le peuple congolais. Alors, je vous le dis, et je réponds à votre appel, la tâche est facile pour le président de la République, pour se débarrasser de ce dossier, pour avoir un autre traitement pour ses opposants. La tâche est facile car je viens d'introduire une requête aux fins d'annulation devant la Chambre de mise en accusation, requête fondée sur l'annulation pure et simple de tous les actes d'instruction et qui doivent aboutir nécessairement à la liberté d'office de l'inculpé. Puisque lorsqu'une personne n'est plus retenue par un acte digne de ce nom, car tous les actes étant annulés et dont les actes subséquents pratiqués par le doyen des juges d'instruction, ce qui reste, c'est la libération d'office. Si on veut sauver la face du Congo, si on veut sauver la face de la justice, si on veut instaurer à nouveau la paix sociale, je pense que par l'exemplarité et par le symbolisme que représente le cas de Okombi Salissa, dont on parle, parce que c'est d'abord le symbole présentement, nous pensons que le Congo pourrait repartir sur de nouvelles bases. Et la réconciliation avec ses fils serait possible. Mais alors, si on s'entête sur cette voie, alors que lorsque nous avons décrié les conditions de détention de Okombi Salissa, de son arrestation, nous avons surtout insisté sur le fait que son immunité parlementaire a été violée. Dans cette requête, je reviens abondamment sur cet argument pour dire que M. Okombi Salissa était député. Le procureur, le sachant au départ, a sollicité la levée de son immunité parlementaire sans l'avoir. Mais il est revenu à la charge, appuyé par le gouvernement. La seconde fois, ils ont eu la levée de l'immunité. Mais avant de l'avoir, le procureur n'a pas attendu. Il a commencé les poursuites, mais sur la base de la notion de flagrance délit. Qu'il était dans un cas de flagrant délit, évidemment, l'article 130 de la Constitution du Congo dit que dès lors qu'on est dans le cadre d'un délit flagrant ou d'un délit voisin, ce qui se produit dans un moment voisin, alors on n'a plus besoin de demander l'immunité parlementaire, de la levée de l'immunité parlementaire, les poursuites peuvent être engagées. Donc sur cette base, on a instruit un dossier au niveau de la police, il y a eu des actes de perquisition, mais après, on se rend compte qu'on n'était plus en flagrant délit, car on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, dans un cas de flagrant délit, que je disais, le plus long flagrant délit de l'histoire judiciaire du Congo, car pendant 8 mois, M. Okombi Salissa était recherché. S'il avait envie d'attenter à la sûreté de l'État, mais on aurait entendu des coups de feu de sa cachette ou du quartier où il se trouvait, ou une riposte quelconque de ses militants. Si M. Okombi Salissa voulait organiser effectivement l'atteinte à la sûreté de l'État pendant 8 mois, il aurait pu dérouler son plan. Si M. Okombi Salissa était dans cette logique, il n'avait pas besoin de rester caché tout ce temps et que personne ne puisse dire « nous l'avons vu à tel moment manifester ou faire ceci ou cela à l'endroit ou contre les forces de l'ordre ou l'armée ». Alors, c'est le plus long flagrant délit de l'histoire judiciaire du Congo. Et encore, c'est fastidieux de vouloir dire que la flagrance délit, finalement,
voilà, pendant 8 mois, a abouti à son arrestation sans qu'on y ait aucune preuve matérielle l'impliquant. Alors, ce flagrant délit débouche sur quoi? Finalement, sur une information, l'ouverture d'une information dans le cabinet du juge d'instruction. En matière de flagrant délit, lorsque vous êtes arrêté, que je sache, vous êtes conduit immédiatement pour être jugé devant le tribunal des flagrants délits. Et non pas pour l'ouverture d'une information. C'est lorsque le dossier est nébuleux qu'on pense ouvrir une information parce qu'on estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, suffisamment d'éléments. Donc on voit ouvrir une information. Mais voilà que dans le cas d'espèce, pour justifier une arrestation arbitraire en violation de l'immunité parlementaire, de la levée de l'immunité parlementaire, on va convoquer donc de l'autre côté, voilà la flagrance délit, et on finit par avouer finalement qu'on est dans le cadre d'un dossier d'information. Donc ne serait-ce que pour ça, aujourd'hui cet argument, la nullité de la procédure doit être prononcée par la chambre de mise en accusation qui fait office de juge d'appel des décisions rendues par le juge d'instruction. Alors, il y a autre chose. Le juge d'instruction aujourd'hui est bloqué pour la simple raison que le 15 février, il a estimé devoir prendre une ordonnance de descendre sur les lieux, dit-il, attendu qu'à l'étape actuelle de l'instruction, il apparaît des difficultés quant à cerner le modus operandi ayant permis à l'inculpé de commettre les faits qui lui sont reprochés, que ces investigations au niveau de son lieu d'interpellation et du lieu de la découverte de certains objets concernant les faits qui lui sont reprochés sont nécessaires pour rechercher les éléments des faits de la cause. C'est un aveu d'impuissance. C'est l'aveu majeur du propre juge d'instruction qui estime qu'il n'a pas suffisamment de preuves pour continuer l'enquête. Que je sache, lorsqu'on vous présente devant le juge d'instruction, la première fois, c'est pour qu'il vous notifie votre inculpation. Et il dresse un procès-verbal de ce qu'on appelle procès-verbal de première comparution. Ce qui va suivre, c'est le procès-verbal d'interrogatoire au fond. Ensuite, la confrontation, le dossier est clôturé s'il n'y a plus rien d'autre. Et l'ordonnance de renvoi pour être jugé devant le tribunal de grande instance. Mais aujourd'hui, le procureur qui devait commencer pour le prochain acte à interroger sur le fond M. Okombi Salissa et de dresser un procès-verbal d'audition, se rend compte que le jour où M. Salissa sera devant lui, il n'a aucun élément à lui opposer. Il n'a aucune preuve à lui opposer. Alors, il renverse les rôles. Il dit, je vais aller chercher les preuves et je reviens pour le convoquer, pour l'entendre sur le fond. Quel aveu d'impuissance. Lorsqu'on est en face d'un dossier où pourtant l'accusation était fondée à venir avec ses preuves. Parce qu'on dit que le débat contradictoire suppose que l'accusation apporte les preuves et l'accusé ou l'inculpé discute les preuves apportées par l'accusation. Ici, on arrête et on va aller chercher des preuves. On arrête et le juge d'instruction qui doit continuer l'enquête dans un processus connu, c'est-à-dire le prochain acte, la comparution au fond, assisté de ses avocats, se dit qu'est-ce que je vais exposer à l'inculpé, à ses avocats. Non, ce dossier ne me permet pas d'avancer, il le dit. Des difficultés, c'est lui qui utilise le mot, en l'état actuel. Il faut connaître le modus operandi. Ah bon, vous arrêtez quelqu'un, vous avez tout décrit, le procureur a fait son show médiatique pour dire voilà tout ce qui s'est passé. Maintenant vous dites non, 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 c'est pas tout ça, nous voulons savoir comment ça s'est passé. Je ne parle même plus de preuves, c'est-à-dire on ne sait même plus ce qui se passe avant de parler de preuves. Ils n'ont pas de faits, ils n'ont pas de preuves. Alors ils veulent continuer? Non, j'estime que là c'est une porte pour une sortie honorable de l'autorité étatique dans cette affaire. Alors plus grave, lorsque je me suis retiré dans le secret de mon cabinet du Congo, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça, finalement, si je n'en avais pas parlé à l'époque, parce que je n'avais pas commencé à entrer réellement dans le dossier. Mais lorsqu'avec les éléments que j'ai eus, et après avoir visité la législation du Congo, j'ai découvert cette disposition de la loi organique, donc de janvier 1999, qui crée la Haute Cour de justice, et qui dit clairement, dans ces dispositions,
que pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions par les membres du gouvernement. Chez nous, on parle seulement des membres du gouvernement, comme en Côte d'Ivoire, mais au Congo, on va plus loin, en dehors du président de la République et des membres du gouvernement. On parle des députés, que tout ce beau monde jouit de ce qu'on appelle le privilège de juridiction. C'est-à-dire, M. Okombi Salissa, député, aujourd'hui, pour les infractions commises, mieux pour la nature juridique de l'infraction première, c'est-à-dire l'atteinte à la sûreté de l'État, puisqu'il est dit, en dehors du fait que pour les actes commis par ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions, c'est la Haute Cour de justice qui est compétente. On dit par contre, pour l'atteinte à la sûreté de l'État, même les complices sont justiciables devant la Haute Cour de justice, qui peut le plus, peut le moins. Dès lors que les complices sont justiciables devant la Haute Cour de justice, alors qu'ils ne bénéficient pas du privilège de juridiction qui est rattaché à la fonction de député ou de membre du gouvernement ou de président de la République, alors vous comprendrez aisément aujourd'hui, puisqu'on a visé cette disposition, M. Okombi Salissa relève exclusivement de la Haute Cour de justice. Et cette Haute Cour de justice ne peut être convoquée pour se réunir que par un acte d'accusation voté par l'Assemblée nationale. Il faudrait que le gouvernement retourne à l'Assemblée nationale, convoque les députés pour que les députés, en face d'un dossier d'accusation fondé en droit et en preuve, puissent prendre un acte par lequel l'accusation est désormais prononcée et à partir de ce jour, le président de la Haute Cour de justice saisit le procureur général de la Haute Cour de justice, donc qui est saisi, et qui, à son tour, saisit la commission d'instruction de la Haute Cour de justice qui fait office de juge d'instruction. Donc un doyen de juge d'instruction n'a même pas à s'occuper de ce dossier. Ça le dépasse du fait du caractère encore des fonctions occupées par l'intéressé. Voilà pourquoi aujourd'hui, vouloir faire marche arrière pour convoquer l'Assemblée nationale pour le vote d'un acte d'accusation dont on n'est pas certain d'avoir la majorité, pour également convoquer une commission d'instruction encore de la Haute Cour de justice, réunir la Haute Cour de justice dont on ne sait même pas si les membres encore sont disponibles. Je pense qu'on ne va pas avoir les mêmes difficultés qu'au Sénégal. Quand je défendais le Premier ministre Idrissa Seck, on se rendait compte que même la composition n'était pas encore régulière puisqu'il manquait des membres au niveau de cette Haute Cour de justice. Alors, si on doit reprendre la procédure normalement, et c'est ce qui s'impose aujourd'hui, si on veut respecter la Constitution et la loi organique, je pense qu'à côté, vous avez tendu la perche au chef de l'État pour éviter l'humiliation et encore le déshonneur de l'État face à ce qui ressemble à des poursuites et qui est loin de l'être. Je pense que cet argument que j'ai brandi dans ma dernière requête est un argument, à mon avis, incontournable sur le terrain du droit, sur le plan moral, mais sur le plan de respect de la Constitution, puisque je m'adresse aux gardiens de la Constitution, aux premiers magistrats de ce pays, qui se doit de faire respecter ces dispositions. Si aujourd'hui on admet que pour en finir avec Okombi Salissa, il faudra bafouer le principe de l'immunité parlementaire, de l'inviolabilité de cette immunité, s'il faut bafouer également le privilège de juridiction, tout simplement, pour en finir avec un homme, c'est qu'on n'aura pas compris cette loi et cette règle de Gilles Romain qui disait que les grands hommes discutent des principes, les moyens discutent des idées et les médiocres discutent des hommes. Et si nous continuons de discuter des personnes, des hommes, alors nous allons nous égarer et nous allons oublier que notre mission sur Terre, notre mission en tant que gardien des institutions de la République pour tout un chacun, c'est de faire de sorte que ces institutions soient pérennes, mais pour qu'elles soient pérennes, il faut qu'elles soient appliquées, il faut qu'elles soient comprises. Dans le cas du Congo, nous risquons malheureusement d'évoluer dans une situation de non-droit. Nous risquons de régler toutes les situations en dehors du droit, en dehors de la justice, à la limite même avec une humiliation de la justice, puisque si nous montrons que la justice n'a plus donc aucun mot à dire, si la justice ne peut pas peser sur les décisions des décideurs de ce pays, alors il n'y a plus de recours pour le peuple. Et malheureusement, c'est cela qui pousse des gens
Dans l'histoire politique du monde, il m'a été donné quelque part un homme de l'Église, saint Thomas d'Aquin, qui disait face à la loi injuste, la rébellion est le plus sacré des droits et des devoirs. Alors il ne faudrait pas pousser un peuple désemparé, sans moyen de défense, puisqu'il n'a qu'un seul moyen de défense, c'est le droit, l'appel au droit, pour que la paix redevienne une réalité au Congo. J'estime que nous devons retourner vers l'essentiel, qui est l'application pure et simple des règles de droit, qu'enfin, encore une fois de plus, que le jeu démocratique, tant décrié, soit un jeu bien régulé. Car il faut des acteurs et il faut des textes. Mais les textes sans de bons acteurs ne mènent à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons peut-être quelque part de mauvais joueurs, donc de mauvais acteurs, et nous avons de bons textes, mais personne ne s'en préoccupe lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts purement personnels. Et c'est de là que je devais terminer pour vous remercier de nous avoir conviés à cette conférence qui permet de faire une mise à niveau donc, de la situation et de faire appel à tous ces acteurs juridiques et politiques qu'il n'y a pas matière à aller plus loin dans le cadre de Okombi Salissa et qu'un autre traitement doit être réservé à l'opposition congolaise. C'est le pouvoir qui en tirera le plus grand profit. Car là où nous sommes, il nous a été donné souvent, oui, de défendre des opposants qui finissent par prendre le pouvoir. Il m'a été donné aussi de défendre des gens qui étaient au pouvoir et qui ont fini en prison et qui ont fait appel à moi. Je n'en veux pour preuve que la Mauritanie, où j'étais déclaré persona non grata par l'ancien pouvoir de Taya lorsque le président Aïdala m'avait demandé de venir assurer sa défense. Et lorsqu'il est tombé, il a demandé à ses amis, le ministre Ould Meda du pétrole, poursuivi par l'actuel régime qui était en place, qui a été poursuivi au départ, il m'a demandé de venir assurer leur défense. Vous avez compris? Donc chacun aura besoin d'avocats demain. Chacun aura besoin d'avocats. Et il m'est arrivé aussi de défendre des Congolais apparentés aux gens qui sont en place du régime lorsqu'ils en avaient besoin. Je veux parler donc de l'homme d'affaires congolais, Pierre Otobongo. Quand il a été arrêté au Sénégal, c'est moi qui avais été sollicité pour assurer sa défense. Pourtant, c'est ça qui m'a permis de connaître un certain Pierre Oba qui m'a été envoyé par Dieu le Père pour s'enquérir du sort de cet homme. C'est Dieu le Père aujourd'hui est encore à la tête. Mais qu'il sache qu'il peut avoir encore besoin de moi, comme son ami Alpha Condé, dont j'ai assuré la défense des intérêts, puisque j'ai coordonné et dirigé son collectif de défense quand il était dans l'opposition, aujourd'hui se retrouve au pouvoir et m'a permis, peut-être encore une fois de plus, de connaître l'homme. Je pense que tous ces acteurs politiques sont interpellés parce que dans leur vie, ils ont traversé ces moments difficiles en tant qu'opposants, même lui en tant qu'opposant, pour une période brève de sa vie politique. Alors, je pense que c'est ça la vie. Si les textes ne servent à rien, les leçons de la vie doivent être rappelées pour qu'on se souvienne à un moment donné quand même des difficultés qu'on a traversées. Peut-être c'est ça qui pourrait faire que l'appel du cœur avec lequel vous avez commencé pourrait être entendu. Je vous remercie de votre attention.